multidisciplinaire impliquant urgentiste, neurologue, neuroradiologue interventionnel, réanimateur, neurochirurgien et neurochirurgien. Donc, comme ça a été défini par l'OMS, l'AVC est un déficit neurologique focal, parfois global, d'apparition soudaine, présumée d'origine vasculaire, et peut persister plus de 24 heures ou conduit au décès sans autre cause apparente. Donc il peut être inférieur à 24 heures dans le cadre d'un accident ischémique transitoire. Donc le cerveau nécessite, comme vous le savez, un apport continu d'oxygène et de glucose pour que les neurones fonctionnent. Et à chaque fois qu'il y a interruption de ce flux sanguin, le métabolisme neurologique est altéré en 30 secondes. Il s'arrête en 2 minutes et la mort cellulaire survient en 5 minutes. Ici, je vous montre un schéma donc, des grands chapitres de l'AVC, donc à savoir l'AVC hémorragique, qui peut siéger en intraparenchymateux, intraventriculaire et sous-arachnoïdien, avec des causes multiples qui peuvent aller de l'hypertension artérielle, aux tumeurs hémorragiques, aux anticoagulants, jusqu'aux malformations, fistules, graves, canal. Et bien sûr, de l'autre côté, l'AVC ischémique. Donc la prise en charge de l'AVC repose sur une collaboration multidisciplinaire et coordonnée, en commençant par l'urgentiste qui fait le diagnostic, le neurologue qui joue un rôle central dans le diagnostic, la décision thérapeutique, et le neuroradiologue interventionnel qui réalise la thrombectomie ou bien l'embolisation. Et ça finit par le neurochirurgien qui intervient surtout dans les accidents vasculaires hémorragiques ou les cas nécessitant une geste chirurgicale, un drainage d'hématome, un clipping, une décompression. Et enfin, le réanimateur qui prend en charge les patients instables ou graves. Dans les dernières guidelines sur la gestion générale de l'AVC, recommande que les patients suspects d'AVC soient transportés sans délai vers un centre de neuroradiologie et de neurochirurgie disposant d'une unité d'AVC pour un traitement ultra précoce. Et bien sûr, la combinaison de protocoles institutionnels et de collaboration multidisciplinaire accélère la décision thérapeutique, standardise la prise en charge et améliore le pronostic fonctionnel et vital des patients. Donc il est essentiel de reconnaître les signes d'AVC en cours par des signes avant-coureurs afin d'agir rapidement et éviter les conséquences graves, voire mortelles. Donc ça a été réuni dans le mode mnémotechnique FAST, donc F pour déviation de la bouche ou symétrie faciale, A pour faiblesse ou paralysie d'un bras ou d'une jambe, S c'est pour la difficulté à parler et à comprendre, et T c'est le facteur time, le temps. Il faut appeler le secours. Dans l'AVC, le scanner cérébral sans injection et l'examen de première intention pour éliminer une hémorragie, rechercher des signes précoces. Et l'IRM de diffusion est la séquence la plus sensible pour l'infarctus précoce. Il y a bien sûr d'autres techniques de perfusion qui aident à distinguer le tissu infarcé ou tissu pénombre qui peut orienter la prise en charge. Et enfin l'artériau qui est demandé dans certaines indications, donc pour l'étude des vaisseaux et la réalisation des traitements endovasculaires. Donc ici vous voyez le panoplie d'examens qu'on peut demander. Donc dans l'AVC, le temps est littéralement cérébral, time is brain. Plus la prise en charge est rapide et coordonnée, meilleur est le résultat pour le patient. Dans l'AVC ischémique, la prise en charge optimale impose une organisation bien évidemment bien intégrée, avec une présence de salle de cathétérisme qui doit être disponible, avec réanimateurs en place pour gestion de l'hémodynamique et de la voie aérienne, des voies aériennes,
neurochirurgien prêt à intervenir dans n'importe quel moment en cas de complications, transformations hémorragiques majeures. Donc, notre rôle est aussi très important dans la gestion de l'AVC ischémique malin, non seulement à la phase chirurgicale, mais dès la phase décisionnelle, comme le montre bien cette diapo, qui met en lumière l'importance d'une stratégie personnalisée et des critères bien codifiés pour la réalisation de la craniectomie. Donc à savoir, il y a des critères d'inclusion que vous voyez ici, supérieur à 15 avec un délai de symptômes inférieur à 48 heures, bien sûr. Facteur important, c'est l'âge et le volume qui doit être de 9 supérieur à 50% du territoire de la CM sur la TDM ou bien supérieur à 145 cm3 sur la séquence de diffusion. Et il y a surtout les critères doivent être réunis pour indiquer le volet. Et à chaque fois qu'il y a un seul critère d'exclusion de ces 4 critères, donc il faut exclure l'indication, à savoir l'MRSP AVC qui est supérieur à 2, espérance de vie inférieure à 3 et comorbidité qui est importante, qui peut graver le pronostic. Donc c'est une fiche établie dans notre service qui représente l'excellente pratique et dans la pratique de décision. Les autres localisations, bien évidemment, l'infarctus cérébelleux massif avec risque d'hydrocéphalie obstructive et d'engagement tonsulaire. Donc l'indication elle est claire, c'est craniectomie sous-occipitale décompressive avec une DVE, plus ou moins une DVE. Donc l'infarctus de tronc cérébral, la chirurgie est rarement indiquée, donc la décision c'est cas par cas et souvent se limite à la dérivation du LC. Ici, donc grosso modo, on peut résumer les indications dans cet arbre. Donc à chaque fois qu'on a un œdème cérébral massif résistant au traitement médical, avec déviation de la ligne médiane, une HTC bien sûr, une détérioration clinique, on indique le volet compressif. Sinon, c'est le traitement médical pendant 48 heures et on arrive à lui. S'il y a détérioration avec médecine radiologique, on passe à la chirurgie. Donc l'objectif principal de la chirurgie dans l'AVC hémorragique est de réduire l'effet de masse en diminuant la pression intracrânienne, en prévenant l'engagement afin d'améliorer le pronostic fonctionnel du patient. Et la décision dépend de plusieurs critères et paramètres qui sont essentiels. Le volume de l'hématome, sa localisation, l'état clinique initial du patient, ainsi que les comorbidités associées. Donc la classification, comme ça a été mentionné de Kaufman, peut être un outil d'évaluation qui permet d'orienter les indications selon le volume. Donc, enfin, il y a les grands essais cliniques Stage 1 et Stage 2. Ils sont appelés car ils ont contribué à définir la place de la chirurgie dans les hémorragies intracérébrales spontanées, notamment en fonction des critères de sélection des patients. Donc ces études, ces essais ont montré que la chirurgie n'apporte pas de bénéfice global en termes de survie ou d'handicap fonctionnel. Cependant, ils ont suggéré que certains sous-groupes pourraient bénéficier d'une intervention chirurgicale précoce, notamment les patients avec des hématomes intracérébrales superficiels ou globales. Donc à ce moment, les indications sont bien claires. Donc à chaque fois qu'on a un volume pour les hématomes globales superficiels, le volume supérieur à 30, ils sont accessibles chirurgicalement. Et après dégradation neurologique, donc on indique la chirurgie soit par voie classique, évacuation par craniotomie, soit par technique mini-invasive, endoscopie ou stéréotaxie. L'hémorragie cérébelleuse, non. Bien évidemment, à chaque fois qu'on a un diamètre supérieur à 3 cm ou bien un volume supérieur à 15 cc, il faut agir chirurgicalement, ou bien lorsqu'il y a des signes d'hydrocéphalie ou compression du tronc. Donc on évacue, plus ou moins, on met en place une DVE. Dans des situations discutées où l'hématome est profond, donc le bénéfice chirurgical est très limité, très controversé à ce moment. Ceci a un effet de masse, on peut mettre une DVE. Pour les patients âgés avec très comorbidité chirurgicale, une indication il est rarement indiquée. Donc concernant l'hémorragie méningée, qui est due le plus souvent à une rupture d'un anévrisme
les modalités thérapeutiques qui existent sont deux, donc à savoir, vous voyez dans le schéma, l'embolisation et le clépide. Ici, nous proposons ce tableau comparatif de ces deux moyens, de leurs indications et avantages. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on a un anévrisme qui est accessible chirurgicalement, donc on agit par le clépide. L'indication, bien évidemment, sur le plan chirurgical, de choline dépend de plusieurs critères. Donc, en particulier le WFNS score, l'accessibilité de l'anévrisme et la morphologie et le risque opératoire. Donc, à chaque fois qu'on a un WFNS score, donc de 1 jusqu'à 3 avec un anévrisme qui est accessible au clipping et à la chirurgie, on peut discuter selon la localisation, la morphologie. À savoir, chaque fois qu'on a une localisation au niveau de l'artère cérébrale moyenne, donc c'est plus favorable à la chirurgie. Et si artère basilaire ou artère communicante postérieure, la balance se fait vers l'endovasculaire. La morphologie est aussi un critère très important. Pour un collet large, donc elle est moins favorable à l'endovasculaire, à l'embolisation. Donc on opte beaucoup plus pour la chirurgie. Et pour les petits collets avec un sac bien défini, l'idéal c'est de faire les collets. Et le WFNS élevé de 4 à 5, l'indication est limitée et se fait cas par cas selon l'âge, l'hématome et l'état général. Pour l'hydrocéphalie, l'hématome compressif, c'est clair que l'indication chirurgicale s'impose. Et pour un âge avancé avec des comorbidités, avec un risque qui n'est pas accessible, c'est plutôt le coïli. Pour les autres étiologies, les MAV on dispose de panoplie de moyens, savoir la chirurgie, l'embolisation, la chirurgie, tumeur hémorragique qui est saignée, donc c'est l'éclairage la chirurgie. Pour la localisation intraventriculaire d'un saignement, bien évidemment, on met en place une DVE peut être temporaire avant de faire un shunt interne. Donc, comme on a parlé tout à l'heure des techniques chirurgicales, on dispose des techniques classiques et des techniques mini-invasives, savoir l'endoscopie, l'aspiration stéréotaxique après thrombolyse locale, et sinon la délivration et le volet décompressif. L'évacuation, comme vous voyez ici, d'accord, qui a bénéficié d'une évacuation par voie classique, donc avec sacrifice du volet, et le drainage stéréotaxique d'un hématome cérébral, donc par mise en place initialement d'un cadre stéréotaxique, repérage de pont d'entrée, de volume de l'hématome, et puis au bloc opératoire, on introduit notre petit 3/4 et on injecte un produit thrombolytique afin de faciliter l'évacuation de tous les hématomes. Le drainage endoscopique, bien évidemment, qui est une technique mi-invasive, dans laquelle on utilise un endoscope rigide-flexible. Ça permet d'aspirer, d'évacuer l'hématome à travers un petit abord crânien et des indications bien codifiées. Donc, des hématomes spontanés hypertensifs qui doivent être ouverts ou profonds, avec un volume supérieur à 30 cc et un fait de masse menaçant. Localisation profonde difficile, parfois qui est accès difficile, chirurgicalement difficile, chirurgie ouverte, au niveau de thalamus, noyau crié, ventricule. Et bien évidemment, pour les patients qui vont pas supporter une anesthésie longue, qui ont porteur de morbidité. Ça peut être une alternative de la voie classique. Bien évidemment, pour le crâniectomie décompressive, chaque fois l'indication est là. Donc, la réalisation est simple. Donc, c'est un volet fronto-temporopariétal avec crâniectomie sous-temporale et bien sûr ouverture de la urinaire et une plastie durale
ganglion. Sinon, on prélève, vous voyez aussi au niveau facial latéral. Donc, ça doit être très large et on peut s'aider de la colle biologique. C'est un organigramme détaillant les indications de l'AVC, quel que soit ischémique ou hémorragique. Et pour conclure, donc le neurochirurgien, il occupe une place essentielle pour le traitement de l'AVC, surtout dans les formes hémorragiques. Il peut exclure les anévrismes, traiter les malformations, évacuer les hématomes et gérer les complications, comme l'hydrocéphalie ou l'hypertension intracrânienne. Dans l'AVC ischémique, son rôle est plus limité mais crucial dans les infarctus malins, nécessitant une décompression